Bonjour à tous, vous avez peut-être déjà constaté par vous-même combien l'architecture avait évolué entre la fin du 19e siècle et notre époque. C'est une observation si évidente qu'elle est presque devenue un passage obligé de tous les comptes Twitter sur le sujet de l'art et de la culture. À l'ombre de cette évidente transformation extérieure se cache une évolution encore plus significative, celle de nos intérieurs. Comment sommes-nous passés en quelques générations de décorations raffinées à base de bois et visant au plaisir esthétique à des meubles en aggloméré et impersonnels. Et surtout, pourquoi est-ce que j'ai mis Le Corbusier en miniature de cette vidéo? Vous saurez tout d'ici la fin de mon explication. Ma génération, c'est-à-dire des gens qui sont dans la vingtaine ou le début de trentaine, vit dans des intérieurs qui se ressemblent souvent. Les murs sont d'un blanc omniprésent, les meubles sont faits de contreplaqué à monter soi-même, en coloris blanc, noir ou peint, les décorations sont faites de posters, de photos, d'autocollants ou de figurines en plastique, les livres se font rares, et la vaisselle ne dépareillerait pas dans une cantine de lycée. Et puis bien sûr, l'ordinateur ou la télévision trônent en bonne place. Ce constat, même s'il est sévère, semble valable pour la plupart des strates sociales. A l'inverse, il y a encore chez nos aînés des intérieurs qui témoignent de ce qui était la norme par le passé. Les meubles sont principalement en bois et de style cohérent, la vaisselle est pléthorique avec des ménagères de couverts en métal argenté et des verres en cristal par paquet de 12 pour l'eau, le vin, le champagne, la liqueur et des services à thé et à café. On y trouve encore du linge brodé ou crocheté, il y a souvent quelques peintures ou bibelots pour orner le tout ceci n'étant pas limité aux grandes villes d'ailleurs puisque du mobilier en bois ouvragé se trouve jusque dans la plupart des campagnes. Qu'est-ce qui a donc pu se passer entre le 19e siècle et aujourd'hui pour expliquer cette décadence esthétique de nos intérieurs? Pour répondre à cette question, je me suis d'abord penché sur le marché du meuble actuel. C'est un marché cyclique qui connaît des moments de hausse de septembre à décembre. Il représente environ 15 milliards d'euros pour la France par an, soit un peu moins de 300 euros par Français et par an. La cuisine représente à elle seule presque 30% des dépenses, soit presque autant que tous les autres meubles de la maison, lits et fauteuils exclus. C'est vraiment énorme puisque c'est 2 fois plus que la literie où nous passons a priori 8 heures par jour. La France est le 5e producteur de meubles de l'Union européenne, mais nous avons un très gros déficit commercial en la matière et nous importons de plus en plus de mobilier depuis la Chine. La vente de meubles se fait surtout chez des grands distributeurs de l'ameublement, c'est-à-dire par exemple des magasins suédois en 4 lettres, puis chez des spécialistes, notamment pour les cuisines intégrées, et de plus en plus via l'e-commerce qui approche les 10% du total. Pour avoir une meilleure perspective historique, j'ai eu la chance de découvrir un document de 1992 sur le marché du mobilier. On y découvre que déjà à l'époque, le meuble est de moins en moins français, avec une chute de la production française par rapport aux années 80. Il y a déjà à l'époque un déficit commercial. On découvre aussi que la cuisine a pris une place de plus en plus importante dans les dépenses depuis les années 80 et que le marché de la cuisine intégrée représente une dépense historiquement inédite et conséquente. Mais rien de tout ceci ne suffit à expliquer pourquoi les meubles qui se vendent sont moins beaux qu'avant. Quand j'ai posé la question à des amis, la première explication qu'on m'a donnée était plutôt d'ordre sociologique. Le monde a changé, notre société aussi, et les meubles reflètent ce changement. À partir du XXe siècle, la fabrication des meubles est sortie de la main des petits artisans locaux pour devenir un enjeu de grandes entreprises et de mondialisation. Nos intérieurs ont été pour partie façonnés par des modes comme celle du Formica qui arrive en France dans l'immédiat après-guerre et contribue à faire disparaître le bois de notre mobilier. Nos intérieurs s'adaptent aussi aux impératifs nouveaux, notamment celui de l'électroménager. Et certaines pièces changent de statut, comme la cuisine qui par le passé ne se voyait pas, alors qu'elle se doit aujourd'hui d'être intégrée. Dans le cas de la cuisine, c'est probablement plus le fantasme nostalgique d'une ripaille gargantuesque que son utilisation courante qui explique qu'on y consacre autant d'efforts. Autre évolution sociologique, le travail des femmes fait de nos logements des endroits vides pendant l'essentiel de la journée, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. On y reçoit moins d'invités que jadis, les logements sont plutôt des espaces individuels que collectifs. Pour preuve, il est rare de nos jours que les gens possèdent des ménagères de 24 couverts ou même des tables pour plus de 4 personnes. L'investissement dans nos intérieurs s'est déplacé depuis des objets sociaux, notamment de réception, vers des objets d'usage récréatif et individuel comme les consoles de jeux vidéo. L'effondrement du nombre de mariages s'accompagne d'un effondrement aussi des traditions de création du foyer. Il est de coutume en France que les mariés se voient offrir précisément une bonne partie
partie de la vaisselle et du mobilier à l'occasion du mariage, et le fait qu'il s'agisse d'un cadeau des invités ou des parents tend à favoriser des objets plutôt soignés et raffinés. Mais cette tradition elle-même change puisque les mariés se font souvent offrir des voyages ou de l'électroménager désormais, et elle est de moins en moins pratiquée puisque le taux de mariage a baissé. Une deuxième piste d'explication qui m'a été proposée par les gens avec qui j'ai pu discuter de cette thématique était d'ordre économique. Spontanément, on s'attendrait à ce que les gens cherchent pour leur intérieur de beaux objets durables, or on constate que c'est de moins en moins ce qu'ils achètent. On peut pointer un doigt accusateur vers certaines dérives du capitalisme, comme l'obsolescence programmée. En rendant certains meubles difficilement réparables, le cycle de remplacement des produits se trouve accéléré, artificiellement accéléré. L'intérêt du marchand de meubles est de vendre souvent, et tous les moyens sont bons, qu'ils relèvent du marketing, comme des changements de mode de mobilier, ou de la technique, comme avec les fragilités de conception. Dans un monde où on parle beaucoup des dégâts écologiques de la mode vestimentaire, il faut bien admettre que nos intérieurs sont en train de suivre le même chemin que la fast fashion que d'aucuns veulent réglementer. Mais c'est un phénomène d'autant plus surprenant qu'il existe un gros marché de l'occasion. Si vous chinez dans une brocante, dans une vente aux enchères ou bien sur des sites de vente d'occasion, vous constaterez qu'il est courant de trouver des meubles de style en merisier ou en chêne pour moins cher qu'un meuble suédois en contreplaqué. Meuble suédois, soit dit en passant, qui s'apparente à du semi-jetable et que vous ne garderez que rarement plus de 15 ans. Le mystère reste donc entier, nous n'avons jamais eu autant de possibilités techniques pour réaliser nos aspirations esthétiques et pourtant nous ne produisons que des choses grossières et éphémères. Nous avons plus de machines-outils pour travailler le bois que nous n'en avons jamais eu et pourtant nos meubles en aggloméré trônent sur des pieds cylindriques ou rectangulaires absolument basiques qui se cassent au bout de quelques années. Si mes amis ne m'ont pas mis sur la bonne piste, c'est un livre qui a fini par éclairer ma lanterne. Car derrière les industriels, il se cache des gens qui ont non seulement préparé le terrain aux industriels, mais encore favorisé l'uniformisation de nos intérieurs, et je n'ai réellement découvert les ravages de leur idéologie qu'en lisant un essai de Theodore Dalrymple sur les normes Parker-Morris, dont je n'avais jusque-là jamais entendu parler. Je cite: « Mais qu'est-ce qu'un logement décent ? Un fonctionnaire, Parker-Morris, a fourni la réponse. Un certain nombre de mètres cubes d'espace habitable par habitant. Le ministère du Logement a adopté les normes Parker-Morris pour tous les logements sociaux. Elle régissait la taille et le nombre de pièces, et c'est tout. Dans ces conditions, comment s'étonner que le style architectural de Le Corbusier, si l'on peut parler de style, ait fini par dominer la construction des logements sociaux, alors qu'il s'était déjà révélé désastreux dans le seul endroit, Marseille, où celui-ci avait eu les coups des franches. C'était le moyen le plus simple et le moins cher de respecter les normes Parker-Morris, désormais sacro-saintes. En outre, Le Corbusier était une âme sœur pour les bureaucrates et les urbanistes, non seulement un architecte, mais aussi un visionnaire et un réformateur social en puissance. Il voyait dans Paris un fatras s'étalant sur le sol comme une croûte sèche qu'il convenait de retirer pour faire place à des gratte-ciel en verre de 200 mètres de haut. C'est dans cet esprit qu'une grande partie de ma ville, en particulier les pavillons mitoyens de la classe ouvrière, a été nettoyée et emportée pour être remplacée par la ville verticale baignée de lumière et d'air de Le Corbusier, de la lumière, de l'air. Quant aux bâtiments eux-mêmes, ils se présentent avec force comme des machines à habiter de Le Corbusier, même si à subsister serait peut-être plus juste. Ligne droite et angle droit règnent en maître. Aucune courbe, aucune touche décorative légère, aucun matériau apaisant ne vient ajouter de la chaleur à l'acier, au verre et au béton, rien de ce que Mies van der Rohe, autre dictateur déguisé en architecte, aurait condamné comme spéculation esthétique. Que pensent les locataires de leurs immeubles? Ils votent avec leur urine. Les espaces publics et les ascenseurs de tous les immeubles de logements sociaux que je connais sont si profondément imprégnés d'urine que l'odeur est impossible à faire partir. Et tout ce qui pouvait l'être a été cassé. Les personnes qui habitent ces appartements sont complètement isolées. Tout ce qui les relie, c'est le bruit qu'elles font, souvent considérable, qui traverse les murs, les plafonds et les sols de piètre qualité. La vague crainte que les normes Parker-Morris puissent ne pas suffire à assurer une vie urbaine digne a fini par se frayer un chemin dans l'esprit des fonctionnaires britanniques. Leur réponse, des centres communautaires. On les a également construits en béton, leurs grandes pièces grises et tristes étaient radicalement impossibles
impossibles à chauffer et désagréablement fraîches même en été. Leur sous-sol, qui aurait pu servir de salle de torture, abritait des tables de ping-pong. Tout ce qui pouvait être volé l'avait été, d'utilité ou non, plutôt pour la pratique en fait. Que faire en effet d'un filet de ping-pong en l'absence de la table correspondante? Il est vite apparu que la formule Parker-Morris plus ping-pong ne fonctionnait pas non plus. Les centres communautaires sont devenus des lieux où les jeunes chômeurs et les schizophrènes chroniques se rendent pour troquer leurs allocations sociales contre de la marijuana. Lorsque j'ai fait part de mes réflexions sur les logements sociaux à un architecte britannique, à qui dans mon cœur j'attribuais une partie de la responsabilité collective de cette situation calamiteuse, il m'a immédiatement rétorqué: oui, mais est-ce la porcherie qui fait le cochon ou le cochon qui fait la porcherie? Les normes Parker-Morris en Angleterre m'ont ainsi mis sur la piste de celui qui est derrière la déchéance de nos intérieurs, celui qui a décidé qu'il savait mieux que vous comment vous devriez vivre. Le Corbusier. Peut-être que pour mieux cerner le personnage, je dois vous rappeler qu'avant d'imposer à Marseille une barre d'immeubles qu'il décida d'appeler Cité radieuse en dépit de toute évidence, Le Corbusier a commencé sa carrière en 1922 avec le plan Voisin qui prévoyait de raser l'intégralité de la rive droite de Paris pour la remplacer par des tours standardisées. Et si vous pensez que c'est uniquement la fougue de sa jeunesse qui l'a poussé à cet excès, vous vous trompez. Le Corbusier a passé les 40 années suivantes de sa vie à supplier des hommes politiques de raser Paris. En 1958, il harcèle tellement André Malraux que ce dernier finit par créer une commission sur ce sujet. En 1961, il propose de détruire l'actuel musée d'Orsay. En 1962, 3 ans avant sa mort, il manigance encore pour faire raser le Grand Palais. Bref, vous l'avez compris, Le Corbusier n'aimait pas trop les beaux monuments de Paris. Mais ce n'est pas tout, parce que Le Corbusier est non seulement un architecte, mais il a une vision maximaliste de son rôle. Le Corbusier ne veut pas se contenter de faire des façades et des plans pour répartir les pièces à vivre, il veut aussi décider du mobilier et de la décoration intérieure et du mode de vie des gens. C'est un idéologue, un totalitaire frustré qui construit des cités quasi carcérales où les habitants ont à peu près autant de liberté que les petites figurines qu'on met dans les maquettes d'architecture. D'ailleurs, que pense Le Corbusier des intérieurs? Qu'ils doivent être vidés de toute décoration personnelle pour être homogènes et blancs. C'est ce qu'on appelle parfois la loi de Ripollin qui provient de cette citation. Chaque citoyen est tenu de remplacer ses tentures, ses damas, ses papiers peints, ses pochoirs par une couche pure de Ripollin blanc. On fait propre chez soi, il n'y a plus de coins sales ni de coins sombres, tout se montre comme ça est. Vous serez à la suite du ripollinage de vos murs, maître de vous. Pour Le Corbusier, vouloir décorer son intérieur est déjà une prétention d'épicier parvenu qui vécut en 1750, dont il soupçonne qu'il aspire secrètement à l'aristocratie. Il suggère donc partout d'imposer un décor blanc, minimaliste, vidé de toute personnalisation. Et cet intérieur homogène et blanc, vidé de toute scorie bourgeoise, accompagne l'égalitarisme auquel il aspire. Je cite encore: « Eh bien oui, il y a des conséquences à la crise que nous traversons, la culture a fait un pas et le décor hiérarchique est tombé, la participation de tous au labeur quotidien a fait sauter les obstacles, les distances se sont raccourcies, un chef d'usine s'est serré la main de son portier et il n'est pas jusqu'à l'apprenti qui ne souhaite la fête. » Grâce à Dalrymple, j'ai découvert Parker-Morris et derrière Parker-Morris, j'ai compris que l'un des grands fautifs, c'était Le Corbusier, à la fois pour les façades et pour les intérieurs. Les constructions auxquelles il a participé ou qu'il a inspiré à d'autres architectes nous privent du plaisir des amitiés ou du lien social, tout en atrophiant le sens esthétique et notre plaisir à nous émerveiller du beau. Et Le Corbusier, qui a épuré nos intérieurs, a aussi le tort d'avoir rompu l'éducation esthétique qui allait avec des intérieurs plus riches. Car si d'aventure vous voulez vous révolter contre les intérieurs impersonnels de Le Corbusier, un obstacle nouveau se dresse sur votre route, celui de votre méconnaissance. J'ai fait un petit sondage sur Twitter pour confirmer une intuition. C'est un sondage Twitter bien sûr, donc n'y voyez pas une preuve définitive de quoi que ce soit, mais dans l'ensemble, la moitié des participants m'ont avoué ne connaître aucun style de meuble, et dans les 3 exemples que j'ai choisis pour faire un test, les 2/3 des gens ne savaient pas identifier les styles Louis XVI, Henri II et Empire correctement. On parle beaucoup de la baisse du niveau scolaire en général, avec des enfants qui sont presque incapables de placer des événements historiques dans une chronologie, mais la chronologie des styles de meubles n'échappe pas du tout à cette tendance. Et ce n'est pas vraiment de votre faute si vous avez toujours vécu dans des intérieurs impersonnels et ripollinés. Nous voici donc à la conclusion
conclusion de cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de vous encourager à vous entourer de beaux objets, à rompre avec les meubles semi-jetables et, pour poursuivre cette réflexion, à placer dans votre lourde bibliothèque en merisier massif un exemplaire des 2 livres de Théodore Dalrymple qui non seulement vous fortifieront, mais en plus sont imprimés pour durer et survivront à toutes les bibliothèques en contreplaqué. N'hésitez donc pas à précommander votre exemplaire dès maintenant sur Tipeee. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.